La voix de la diaspora. 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 Vous avez enfin la parole. Je suis prête. 1, 2, 3, 1. La voix de la diaspora. En tout cas, moi, goût de fer, je ne lave pas ma figure pour aller en haut. Et pour mon respect, j'écoute la radio de la diaspora. Ah ouais. Pas la famille. Il a longtemps que j'ai pas que vraiment que écouter que. Allons que écoutez. Merci d'être sur la fréquence qui avance. Merci d'être sur la fréquence qui avance. La voix de la diaspora. 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 Entre la diaspora et les pays d'origine. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. L'auteur et son œuvre. Droit dans les yeux. La revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Jack Lulutegui Loua. Sur Radio La Voix de la Diaspora. Auditeurs, auditrices de la Voix de la Diaspora, merci à vous de nous suivre sur notre émission Si on lisait. Émission hebdomadaire tous les jeudis de 13h10 à 14h. Nous sommes là encore pour vous parler d'une auteure, Madame Malan Netometi. Son ouvrage, c'est un roman dont le titre est Arraché des bras de sa mère. Roman paru aux éditions Plumivoire de Damiba Youssouf, dont nous recevons un certain auteur. Et ici, c'est pour parler d'une histoire, d'une narration à la première personne du singulier et dont une fille va pouvoir donner le ton. Dans un monde où l'innocence d'un enfant peut être brisée en un instant, arrachée des bras de sa mère, nous plonge dans le témoignage poignant de Fatou. Une jeune fille qui grandit au cœur de la violence, de l'abandon, de l'injustice. À travers ses yeux, nous découvrons le parcours où chaque souffle, chaque geste est marqué par l'amour d'une mère prête à tout pour ses enfants, mais aussi par la souffrance d'une séparation inévitable. Ce récit est celui d'un combat, celui d'espoir et de foi face à des épreuves inhumaines. Awa, la mère courageuse, fuit pour sauver sa famille, mais la guerre contre la perte et l'injustice est loin d'être gagnée. Entre la dureté d'un père tyrannique, l'indifférence d'une marâtre et le fardeau de la souffrance, Fatou trouve sa lumière dans la prière et dans la résilience qui habite chaque fibre de son être. Un livre profondément humain où l'amour familial, la foi et la survie deviennent des armes, oui, contre le destin cruel et implacable, un message d'espoir. Donc, née à Port-Boué, en Côte d'Ivoire, Madame Malan Netometi est éducatrice de renom de la sous-région ivoirienne. Passionnée par la lecture et animée par le désir de transmettre des enseignements essentiels à la jeunesse, elle écrit Arraché des bras de sa mère, une œuvre autobiographique dans laquelle elle raconte l'enfance difficile d'une jeune fille au grand rêve. Mariée à M. Malan Amon Félix et mère de 4 magnifiques enfants, elle incarne également un modèle d'engagement et de réussite familiale. Donc nous allons entrer maintenant dans quelques instants en contact avec notre invité pour l'émission qui concerne son ouvrage
une petite fille sur la première de couverture qui pleure, et puis dans un visage noir avec du blanc rosé rouge vers le sommet. C'est l'œuvre de Madame Malan, un étau. Là, elle est là. Donc, Madame Malan, bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Vous vous portez très bien. J'ai déjà lu la présentation, le résumé et votre présentation. Donc, nous allons aller au pas de course. Vous avez écrit un roman arraché des bras de sa mère, un roman de 70 pages. Ma première question, il s'agit de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire Arraché des bras de ma mère. Est-ce une part de votre propre histoire? Oui, merci bien vous. Il faut dire que j'ai perdu ma mère l'année dernière et vraiment ça m'a bouleversée. Et j'ai vu défiler à mes yeux toute cette douleur de l'enfance. Et c'est ainsi que j'ai décidé de mettre ça sur écrit afin de rendre hommage à ma mère. Oui, c'est une partie intime de ma vie. Écrit, c'était mettre des mots sur une blessure restée ouverte trop longtemps. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire. Ah oui, magnifique. C'est un très bel ouvrage que j'ai lu, que j'ai disséqué en tant que critique littéraire, mais journaliste, animateur aussi. Et donc, on voit que c'est une œuvre qui est attachée à vous, une œuvre intimiste, une œuvre intime. Et ma seconde question, votre roman, oui, votre roman Arraché des bras de sa mère. Pourquoi vous n'avez pas dit Arraché des bras de ma mère? Oui, arraché des bras de sa mère, parce que quand vous lisez le roman, vous voyez que c'est pas avec un consentement. C'est pas avec un consentement, ça a été brusque. Ça a été brusque. Voilà, ça a été brusque, vraiment très violent et brusque. C'est pourquoi j'ai dit arracher des bras de sa mère. Oui, voilà. Je le comprends. J'avais voulu simplement que vous nous spécifiez, que vous nous citiez sur ce titre-là, qui est un très beau titre. En même temps, ma question, on dit votre roman aborde des thèmes douloureux, comme la violence conjugale, la violence sur les enfants, la séparation maternelle. Comment avez-vous trouvé la force, comme vous le dites, de mettre en mots vos mots, en mots M-O-T-S, vos mots, M-A-U-X, les douleurs qui vous ont traversé? Il faut dire que quand c'est un vécu, c'est facile de raconter ce vécu-là. C'est facile. Quand c'est ton histoire, c'est une partie de toi. Voilà, c'est une partie de toi. Dans la douleur, dans la violence, pour raconter une partie de toi, une partie de ton vécu, on ne force pas. Les mots viennent. Les mots viennent parce que c'est du réel, c'est du vécu. C'est du réel, c'est du vécu. Vous dites que c'est du réel, c'est du vécu, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'en écrivant cet ouvrage-là, vous n'avez pas pleuré? Ah oui, monsieur, c'est avec des larmes. C'est avec des larmes parce que écrire ce roman ouvre la plaie. Ouvre la plaie. Une plaie qui a été enfuie en moi. Voilà, écrire cet ouvrage ouvre une plaie qui a été enfuie en moi. Une plaie qui n'a pas été guérie. Parce que cette blessure est encore là. Cette blessure est encore là. En parler, je pense que je suis en train de guérir cette blessure. Mais cette blessure est là. C'est avec des larmes, véritablement avec des larmes, que j'ai écrit ce roman.
C'est avec des larmes. Une autre question qui ne fait pas partie de mon questionnaire. Monsieur, votre époux, vos enfants, ont-ils été des éléments clés pour que vous puissiez mettre cet ouvrage sur papier? Parce que ces blessures ont longtemps été là. Est-ce qu'ils ont été pour quelque chose pour que vous fassiez sortir ces blessures anciennes-là? Merci. Au départ, monsieur était un peu réticent. Il s'est dit, bon, c'est pour écrire quoi? Tu veux faire quoi? Mais j'ai mon premier fils, celui qui est mon manager, qui m'a beaucoup encouragé. Oui. Il dit, maman, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, c'est ton histoire, tu peux y arriver. Et c'est lui qui m'a beaucoup soutenu. Et quand j'ai commencé jusqu'à terminer, jusqu'à ce que le livre sorte, parce que les autres ne savent pas que j'étais en train d'écrire, c'est mon premier qui m'a beaucoup soutenu. Oui. Et quand c'est sorti, c'est là que j'ai informé les autres que voilà ce que maman en fait. Mais quand ils sont tombés sur le récit, parce que je n'ai jamais raconté cette histoire à mes enfants. À vos enfants. Raconté cette histoire à mes enfants. Et c'est avec des larmes que mes enfants ont accueilli ce roman. C'est avec des larmes. Tu as vraiment souffert. Voilà, c'est avec des larmes qu'ils ont accueilli ce roman. Oui, donc Madame Malan a une autre question encore dans la même veine. Pouvez-vous nous donner le nom de vos enfants? Le plus grand s'appelle Malan Nathan. Le deuxième, Malan Nathanaël. La troisième, Malan Rose. Et la toute dernière, Malan Péniel. Voilà, je demande ça pour rendre hommage à ces enfants-là, surtout à votre premier qui vous a incité. Qui vous a incité parce que nous écrivons pour ne pas que nos blessures puissent rejaillir sur nos enfants. En connaissant notre histoire, nos enfants sont avec nous et nous soutiennent. Ils deviennent, parce qu'ils sont déjà le flambeau, le portillon, l'étendard qui porte le drapeau de nos douleurs. Donc, bien des choses à vos enfants et à Monsieur Malan aussi. Donc, nous continuons toujours dans la même veine nous cherchons à connaître qui est l'auteur, Madame Malan née Tometi. Oui. Et quelle place occupe l'écriture dans votre vie? Un moyen de guérison, d'engagement ou de témoignage? D'abord, c'est un moyen de guérison. Un moyen de guérison. Et ensuite, un moyen de témoignage et moyen de résilience. Il faut dire que je suis éducatrice dans un collège privé et j'ai été confrontée à des situations similaires que des enfants ont vécues. Pas forcément similaires, mais tout une situation où la mère est partie et que l'enfant vit avec l'épouse de papa. La marâtre. Donc, ça m'a mené aussi à dire pourquoi ne pas écrire afin de donner de la force à ces enfants-là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les collèges qui vivent cette situation. Beaucoup. Donc, Madame Malan, vous restez au bout. Je vais lire une parcelle textuelle de votre ouvrage que je prendrai certainement vers la fin, la page 68. Oui, je commence la lecture et puis on va continuer. Le passé se faisait sentir comme une brûlure douce. Des souvenirs d'un monde qu'il avait perdu sans comprendre. Une époque où les rires n'étaient pas rares, où l'amour n'était pas compté. Fatou aurait voulu bâtir un pont entre les enfants, créer un vrai foyer, mais le cœur a ses blessures que même le temps n'efface pas si facilement. Les enfants de Mariam les regardaient comme des étrangers. Le mur de la méfiance était encore là, debout comme même si plus personne ne le nourrissait. Un soir, Moussa tenta un geste. Il apporta un fruit, une mangue bien mûre, à l'un des petits garçons de Mariam, celui qui avait à peine 6 ans, presque son jumeau de solitude. Tiens, tu peux la manger avec moi. L'enfant le fixa, surpris puis prit la mangue sans un mot. Ils la mangèrent ensemble, assis à l'ombre. C'est peu, mais c'est un début. Fatou les regarda depuis la fenêtre et dans son cœur une larme chaude coula, une larme d'espoir. Peut-être que la génération suivante
n'aurait pas porté le poids des divisions passées, mais elle savait aussi qu'il fallait plus que des mangues partagées pour guérir des cœurs blessés. Un soir, elle réunit ses deux frères et leur dit: on ne va pas attendre qu'une vie meilleure nous tombe dessus. On doit se battre pour grandir, pour devenir quelqu'un. On doit sortir de cette maison. On doit écrire notre propre histoire. Comment? Demanda Haroun. En croyant d'abord et en se tenant debout quoi qu'il arrive et en n'oubliant jamais qui on est. Elle serra leur main dans la sienne. On est les enfants d'Awa et on ne sera pas des ombres. Pas toute notre vie. Le vent souffla fort cette nuit-là, comme pour applaudir en secret la promesse d'un enfant debout dans un monde brisé. Ils étaient orphelins d'amour, oui, mais pas orphelins d'espérance. Et dans le silence de cette maison froide, une lumière discrète commença à grandir, celle d'un futur encore incertain, mais possible. Un futur que malgré tout, Fatou rêvait d'éclairer. Donc, Madame Alain, Oui. c'est une textuelle de votre ouvrage sur page 66 que j'ai pris au hasard. Je l'ai pioché au hasard. Je dis toujours qu'une œuvre littéraire parle, que l'œuvre littéraire elle-même se laisse découvrir par le lecteur lambda. Donc je viens de lire, mais nous n'allons pas faire une analyse textuelle de cette portion que je viens de lire. Nous allons simplement enjamber une parcelle. Je reviendrai sur la dernière, la rubrique 2. Nous allons entamer la rubrique 3 puisque nous vous prenons en ligne de votre ouvrage qui est arraché des bras de sa mère de vous-même. Nous allons attaquer la question du fond, le fond. Votre roman met en avant la douleur de l'enfance brisée. Que vouliez-vous transmettre à travers le personnage de Fatou? Bon, monsieur, au travers du personnage de Fatou, il faut dire qu'il y a beaucoup d'enfants, comme je le disais tantôt, qui vivent cette situation. Donc, au travers du personnage de Fatou, c'est un roman d'abord de résilience, donner la force à ces Fatou-là. Il y a plusieurs Fatou. Voilà, il y a plusieurs Fatou dans les écoles, il y a plusieurs Fatou dans les foyers qui sont devenus mères aujourd'hui. Mais donner du courage à ces Fatou-là, dire à ces Fatou-là, c'est vrai. Il y a eu des situations dans l'enfance qui vous ont fait vivre certaines situations, certains vécus, mais de ne pas perdre espoir, de ne jamais perdre espoir, que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Voilà, surtout ça, de ne jamais perdre espoir, quelle que soit la situation, de ne jamais perdre espoir. Fatou n'a jamais perdu espoir. Elle était une fille forte parce qu'elle s'est dit, un jour ça va aller, un jour je réussirai, un jour j'y arriverai. Donc voilà un peu. Ah, voilà, il y a assez de Fatou, il y a assez d'Aruna dans les écoles, il y a assez de ces enfants-là qui sont brisés par les couples disloqués ou encore par l'irresponsabilité ou le rejet du père ou de la mère, parce que ça peut venir de partout. La deuxième question a trait à votre titre. Le titre « Arraché des bras de sa mère » est très fort. Oui, j'ai senti une force, une énergie qui s'en dégageait. Pourquoi avoir choisi un mot en particulier, arraché? Et quelle symbolique porte-t-il? Le mot, quelle symbolique porte le mot arraché? Arraché, c'est... Par exemple, quand un enfant a un pain à la main et que tu veux ce pain, si tu veux ce pain, il y a deux manières d'obtenir ce pain. Soit tu l'arraches, soit tu demandes poliment. Mais dans mon cas, ça n'a pas été un accord. Ça a été arraché. C'était arraché, c'est-à-dire sans l'accord de la mère, arraché sans la vie de l'enfant, arraché sans même penser à demain, arraché sans même dire qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants-là demain, arraché sans rien attendre en retour. Voilà pourquoi arraché. Voilà pourquoi arraché. Voilà pourquoi arraché. Je pose ces questions parce que j'y ai vu une telle force. Mais nous allons continuer et j'espère que vous n'allez pas pleurer.
Donc, pensez aux enfants et ne pleurez pas. Ici, dans votre roman, toujours sur le fond, peut-on considérer votre récit comme un plaidoyer en faveur des droits des femmes et des enfants en Afrique? Alors, j'ai mal compris la question. Il y a un souci de réseau. Oui, je dis, est-ce qu'on peut considérer votre roman, ce récit que vous étalez en mots dans cet ouvrage-là, comme un plaidoyer en faveur des droits des femmes et des enfants en Afrique? Oui, on peut considérer ce récit comme un plaidoyer. Et quand j'étais chez mon père, j'ai toujours voulu, à cause de cette situation, devenir avocate. Devenir avocate et défendre les droits de la femme et de l'enfant, parce que je me suis dit, il faudrait que cela n'arrive pas aux autres. Il faut qu'un jour je devienne avocat pour défendre la femme, pour que la femme, on ne puisse pas arracher un enfant des bras de sa mère, pour qu'un enfant ne puisse pas vivre sans maman. C'est toujours ce que je me suis dit, c'est toujours ce que je me suis nourrie de cette idée-là. Donc, ce récit, c'est pour défendre le droit de la femme, défendre le droit de la mère. Parce qu'il y a bon nombre de mamans, parce qu'elles sont vulnérables, on leur arrache leurs enfants, sans même leur accord, sans même les laisser même voir les enfants, sans aucune garde. C'est difficile. C'est difficile. Il faut être dans ces conditions-là pour comprendre vraiment ce que ça signifie. Arracher un enfant dans les bras de sa mère et lui dire tu n'as même pas le droit de venir voir l'enfant, c'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. Et aussi, dans votre narratif, on voit que la mère est partie, on voit que le père est parti. Est-ce que c'est la situation véritable que tu as vécue? Ou bien il y a eu de la fiction dans le fait des départs de la mère et du père? Oui, le père est parti, la mère est partie, mais je suis devenue femme d'abord avant qu'il soit parti. Mon père est décédé, ça fait bientôt 3 ans, et maman est décédée, ça fait bientôt 1 an. Donc, les deux parents sont partis. Ils n'ont pas. Voilà. Ont-ils vu votre ouvrage paraître? Non, malheureusement, ma mère, j'aurais voulu écrire ce récit, rendre hommage à ma mère avant qu'elle ne parte, et c'est surtout ça même qui m'a donné cette force de dire, je n'ai pas pu rendre hommage à maman, je n'ai pas pu faire quelque chose à maman, il faut que j'écrive quelque chose pour garder cette histoire-là comme souvenir afin d'aider les autres enfants. Afin d'aider les autres enfants. Je sais que c'est des souvenirs douloureux, mais si déjà vous avez trouvé la force de le poser sur des feuillets à travers des mots, des paragraphes, des pages, c'est déjà une force pour vous et une force de résilience. Ça veut dire que la guérison, elle peut ne pas être totale, mais déjà c'est guéri quelque part. Madame Malan, nous allons arriver aux questions sur la forme de votre œuvre. La forme de votre œuvre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi une narration à la première personne du singulier et à travers la voix de Fatou, une enfant de 9 ans, 9 ans seulement? Oui, vous savez, l'innocence d'un enfant révèle la vérité nue. L'innocence d'un enfant révèle la vérité nue. Fatih dit ce que les adultes cachent derrière un silence. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de mamans qui ont vécu cette histoire. Voilà, donc l'âge de Fatou révèle la vérité nue de ce qui est caché par les adultes. Voilà un peu. Voilà un peu. Et surtout le jeu, quand on faisait la sémiologie de la communication, on disait qu'il avait force circulaire, il repartait de soi, il revenait sur soi, comme si vous et Fatou, vous vous confondiez dans la narration textuelle de votre roman Arraché des bras de sa mère. Et puis, la dernière question sur l'aspect formel, c'est de savoir la construction en chapitres courts, et chronologique. La construction en chapitres courts et chronologiques donne un rythme particulier. Est-ce pour renforcer l'urgence de votre récit? Oui. La construction en chapitre
Vraiment, oui. Chaque fragment est comme un battement de cœur affolé. Il faut le dire. Chaque fragment de ce chapitre-là est un battement de cœur affolé. Affolé. Et quand on lit le récit, voilà, quand on lit les récits, on vit ces instants-là. On vit ces instants dans l'urgence, au fait. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. On vit ces instants, voilà. On vit ces instants. Et Madame Malan Netometi, souffrez que je lise encore une parcelle de votre texte. Je vais au chapitre 5, page 33. La maison du silence. Le retour à la maison d'Ibrahim ne ressemblait à rien de ce que Fatou avait pu espérer, même dans ses cauchemars. Ce n'était pas un foyer, encore moins un refuge. C'était une sorte de prison à ciel ouvert, un endroit où l'air semblait plus lourd et où les murs avaient des oreilles, mais aucun cœur. La porte s'était refermée derrière eux avec un son sourd, comme une condamnation. Ils étaient de retour, oui, mais dans quel monde? Pas celui de l'amour, pas celui de la famille. Mariam les attendait là, debout au centre de la cour, ses bras croisés sur sa poitrine, ses yeux noirs comme la nuit. Son regard transperça Fatou comme une lame. Ici, vous ne ferez que ce qu'on vous dit. Pas de bavardage, pas de caprice et surtout pas de pleurnicherie. Compris, Fatou, compris. Compris? Fatou sentit la main de Moussa se glisser dans la sienne, tremblante. Harouna derrière elle restait silencieux, les yeux rivés au sol. Mariam leur fit signe de la suivre. Ils traversaient le long couloir qui menait à l'arrière de la maison. Là, dans un coin sombre, une pièce étroite, sans fenêtre ouverte, un simple matelas posé à même le sol et une bassine d'eau. Voilà leur nouvel espace de vie. Une pièce qui sentait l'humidité et le renfermer et l'abandon. Vous dormirez ici, vous mangerez après les autres et pas un mot de trop. Elle referma la porte derrière eux, laissant une ampoule nue au plafond comme seule lumière. Elle est méchante, chuchota Moussa, les larmes aux yeux. Fatou s'agenouilla devant lui, essuyant ses joues du bout des doigts. On va tenir, d'accord? Maman nous a appris à être forts. On va tenir, Moussa, pour elle. Voici encore une parcelle la deuxième parcelle que je lis, mais nous n'allons pas nous atteler là-dessus. On va aller maintenant sur votre style, le style de Madame Malan Netometi. Votre écriture... Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends un peu mal. Ça va maintenant. Ça va maintenant. Ok, le réseau. Oui, ça va. Le réseau. Je dis que nous allons, après avoir abordé le fond et la forme de votre ouvrage, nous allons nous attaquer à votre style. La première question sur votre style, il y a deux questions. La première, votre écriture alterne entre réalisme cru, les violences, la misère et le lyrisme, prière, rêve, espoir. Comment avez-vous travaillé cet équilibre-là, Madame Malan? Oh, monsieur, il faut dire que c'est difficile. Ça n'a pas du tout été facile, c'est douloureux. La douleur m'imposait le réalisme. Oui. La douleur m'imposait le réalisme. Mon âme avait besoin de poésie, de paroles douces pour ne pas sombrer. Voilà, mon âme avait besoin de paroles douces, d'amour pour ne pas sombrer. L'équilibre est venu naturellement. Naturellement, l'équilibre est venu. Comme je le disais tantôt, quand c'est un vécu, tout vient naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer, tout vient naturellement. Voilà. Voilà, oui. Parce que le réalisme, il est vraiment cru dans cet ouvrage. Mais aussi, il y a de la poéticité. Les prières, surtout que Fatou s'était accrochée à la prière. Elle rêvait de devenir avocate.
Et dans tout ce qu'elle disait à ses frères, même si elle-même elle était touchée, qu'elle était à terre, elle était le porte-flambeau de cet espoir-là pour que ses petits frères ne puissent pas sombrer dans la folie, devenir des enfants de rue ou encore abandonnés. Elle était la cheville ouvrière de cet équilibre d'une famille désunie, d'une mère qu'on avait chassée, d'une deuxième épouse qui maltraitait la marâtre, qui maltraitait les enfants. Donc la deuxième question sur votre style. C'est surtout les dialogues. Les dialogues occupent une place importante. Est-ce une façon de donner une voix au silence imposé dans la famille? Est-ce une façon de donner la voix à ceux qui sont silencieux, ceux qui ne peuvent pas parler? Oui, monsieur, le dialogue donne une voix à ceux qui ne peuvent pas parler. Et souvent, quand vous voyez une personne qui est renfermée, c'est tout ça, au fait. On juge facilement des personnes sans connaître leur vécu. Voilà. Donc, oui, les dialogues redonnent une voix à ceux qu'on a condamnés en silence. Au silence. Voilà, le dialogue leur redonne une voix. C'est une façon de dire, nous existons aussi. Nous sommes des personnes et que nous existons aussi. Donc, le dialogue nous permet vraiment de nous valoriser. Oui, voilà. Ah oui. Parce qu'on nous condamne souvent sans savoir nos vécus. On a vécu certaines situations qui ont fait que nous sommes renfermés, au fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, parce que je pose la question, il y a des gens comme ça pour parler de leur douleur, et même si c'est un narratif du réel, qui préfèrent écrire sans mettre de dialogue, de faire une narration brusque, une narration de leurs émotions. Merci Madame Malan Tometi. Je sais que vous êtes au service et que c'est votre pause que nous utilisons pour cette émission, mais une très belle émission. Donc nous allons maintenant arriver à ce qu'on appelle la contemporanéité de votre œuvre. Le rapport de votre œuvre à aujourd'hui, aux réalités d'une Afrique en mutation, d'une Afrique qui ne s'est pas retrouvée et qui a pris des valeurs certainement qui ne sont pas les leurs, ou encore des valeurs de notre Afrique qui ne vont pas avec la réalité actuelle. Donc la première question sur la contemporanéité de votre ouvrage, à votre avis, en quoi l'histoire de Fatou, votre histoire, résonne-t-elle avec les réalités actuelles de nombreuses familles africaines? Monsieur, comme je le disais tantôt, il faut dire qu'en Afrique, c'est un quotidien. Cette histoire est un quotidien dans beaucoup de familles, surtout en Afrique. Parce que beaucoup d'enfants vivent encore de ce déchirement. Des foyers où l'amour devrait protéger, mais où la violence détruit. Il y a beaucoup d'enfants, en Afrique surtout. Vous voyez, en Europe, dans les écoles, il y a des psychologues qui veillent à ce que l'enfant se porte bien, l'enfant se sente bien quand il arrive à l'école. En Afrique, on n'a pas ça. Or, en Afrique, beaucoup d'enfants vivent cette déchirure-là, je vous assure. Je vous ai dit tantôt que je suis dans une école éducatrice et le quotidien de ces enfants-là rime à la violence, à des déchirures dans les familles. Oui, oui. Vous voyez un peu. Et l'échec même scolaire vient de là. Oui, oui. L'échec scolaire vient de là. Il y a des personnes qui pensent que leurs enfants sont bêtes, mais il y a un problème dans la famille. Il y a un problème à la maison qui n'est pas résolu. Mais l'Afrique minimise cela. On minimise cela. Et ça joue sur l'avenir des enfants, ça joue sur la vie scolaire de l'enfant. Ah oui. Donc, voilà. Ah oui, parce que vous êtes au cœur, vous avez vécu cette tragédie vous-même, et puis vous êtes dans une école où vous voyez assez d'enfants. Nous-mêmes, nous sommes là, nous voyons aussi dans les rues le cas de beaucoup de ces enfants. Mais en même temps, cela me fait réjaillir. Votre roman dénonce plusieurs faits. L'indifférence des institutions telles la police, la justice, l'État qui fait quand même des efforts face aux violences domestiques. Est-ce une critique sociale implicite ou explicite que vous faites? Oui, monsieur. Moi, je pense que quand la société détourne le regard, elle devient complice. Mon roman est un miroir de ce silence collectif. Parce que regardez un peu, même quand on habite dans un quartier,
ou qu'un foyer en train un couple en train de se battre, le voisin même incapable d'aller séparer. Mais vous êtes complice de ce qui va arriver demain. Je donne un témoignage juste en 1 minute. Avant-hier, la semaine dernière, au niveau de l'aéroport, il y a un monsieur qui a tué sa femme. Ah bon? On dit qu'il a l'habitude de battre sa femme. Mais il a l'habitude de battre sa femme. Est-ce que vous avez signalé ça, vous avez signalé cela à la police? Est-ce que les autorités sont informées de cela? Mais la femme est restée dans le foyer parce qu'elle va se dire non à cause des enfants, à cause des enfants. Et finalement, le monsieur a fini par poignarder un matin la dame. Oui. Ah oui, oui. Les autorités sont complices. Il y a un silence collectif qui détruit des familles. Un foyer où il y a de la bagarre, c'est vrai, on ne t'a pas dit d'appeler pour dire qu'il y a de la bagarre, c'est leur vie de couple. Mais il faut dire qu'en interpellant les autorités pour dire dans ce foyer-là, ils perturbent la quiétude du voisinage, je pense qu'en les interpellant, la bagarre va quand même cesser. Voilà un peu, la bagarre va cesser. Oui. Mais si on n'interpelle pas, et que la bagarre dans le quartier devient une routine, et quand ça commence, on dit, bon, ceux-là, ils ont l'habitude de se chamailler, ils ont l'habitude de se battre. Mais un jour, ça va finir par un meurtre. Oui. L'un d'eux va succomber. L'un d'eux va succomber. C'est dommage l'Afrique. Oui, c'est dommage. Vraiment, je vois dans votre voix qu'il y a de l'émotion et c'est vrai, puisque ça vient d'arriver. Donc, ça fait écho à ce que vous relatez dans votre roman de 70 pages, Arraché des bras de sa mère. Madame Malan, je sais que vous allez vous travailler, que certainement vous n'avez pas bien déjeuné. Donc, on va arriver à une autre question. Et quel message est-ce que vous souhaitez laisser aux lecteurs aujourd'hui, surtout aux enfants et aux mères qui vivent ces situations familiales similaires? Un message d'espoir. Un message d'espoir. Un message d'espoir que même dans la nuit la plus sombre, une lumière demeure. On peut survivre et relever un défi un jour, aimer à nouveau. Et j'ai une tante qui a communément l'habitude de dire que plus ingrat que ton enfant, il n'y a pas son deux. Un père peut garder un enfant, oui, un père peut éloigner un enfant d'une mère pendant 30 ans. Mais un jour, si l'enfant décide de revoir sa mère, il ira chercher sa mère. Il y a de l'espoir. Je dis au moment de ne pas perdre d'espoir, celle à qui on a arraché leur enfant de ne pas perdre d'espoir, l'enfant qui est encore avec papa et qui ne voit pas maman de ne pas perdre d'espoir, il y a une lumière qui, lui, dans les ténèbres, une lumière qui apparaît et qui va apparaître pour eux bientôt. De garder espoir, de ne pas sombrer dans la douleur, une lumière demeure encore. Voilà, de toujours garder espoir. Voilà. Une lumière demeure encore. Madame Malan Tometi, nous avons terminé cette émission. Et votre mot de fin aux auditeurs et auditrices de la Voix de la Diaspora. Merci, monsieur. Mon mot de fin, je vous dis déjà merci pour cette belle émission. Je remercie tout le monde. Et surtout, mon souhait, c'est que ce roman porte jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, que ce roman porte. Parce que c'est un vécu pas pour moi seul, mais un vécu de bon nombre d'enfants, un vécu qui donne des conseils, qui donne de l'espoir. Voilà, un vécu de résilience. Et que dit à cette jeunesse-là de ne pas perdre espoir, de se battre. Et c'est pas à cause de la femme de papa que tu vas échouer dans la vie, parce que malheureusement, certaines filles vont s'adonner à la prostitution ou bien vont se donner à un homme pour prendre une grossesse pour se libérer facilement de papa. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut se battre. Parce que demain, tu pourras avoir maman. Demain, tu pourras devenir quelqu'un demain et faire la fierté de ta maman. Je dis souvent à mes élèves ici pour dire, ce n'est pas une fin en soi si tu ne vois pas maman. La chose à faire, c'est de te battre, de devenir quelqu'un demain et de devenir la fierté de maman. Ça, c'est ce que tu dois faire. Bats-toi. Ne baisse pas les bras. Un jour, tu verras maman. Un jour. Merci. Merci, Madame Malan. L'ouvrage sera en librairie sous peu. Et il faut informer vos connaissances que l'ouvrage sera en librairie sous peu et qu'ils pourront se l'approprier dans ces librairies-là. Donc, merci à vous, Madame Malan Tometi, et excellente soirée et bon coup à vos élèves. Merci à vous, merci. Merci.
Auditeurs, auditrices de la voix de la diaspora, vous avez entendu la voix de Madame Malan Netometi. Et je vous informe qu'il y a eu la dédicace de l'œuvre à l'épreuve du destin de Bakary Yéné Touré, l'itinéraire des Paradiens, au centre d'écoute de Yopougon Wasakara de 10h à 13h. C'était le 13 septembre dernier, avec Madame Béatrice, chargée des affaires sociales de la Fondation Children of Africa, de Madame Diego Bailly, professeur à la retraite à l'ENS, et de Monsieur Vincent Bémy, représentant la présidente de l'AEC, Hélène Lobé. Il y a aussi eu ce dimanche 21 une rencontre présentative de l'ouvrage de l'ouvrage Les cendres du trône de Ibe Blessing et Onienchi dans la salle Nyangoran Porquet de 14h à 18h. C'était ce dimanche-là. Et puis il y a eu la présentation de l'ambassadeur du livre que je suis, l'ambassadeur du livre 2025-2026, avec la présidente de l'ONG Univers Académique pour présenter mes prérogatives à Madame Gisèle Châtelain, directrice de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture. C'était au 4e étage de la Tour B, ministère de la Culture et de la Francophonie, ce mardi 23 septembre 2025 de 13h à 14h, en compagnie du directeur Yoruba et d'autres responsables des structures techniques en charge du livre en Côte d'Ivoire. Quant à nous, nous vous disons que le jeudi prochain, nous recevrons un artiste peintre photographe, Isso Art, qui viendra lire ses ouvrages avec nous. Mais à la mise en onde sonore et de l'autre côté de la baie vitrée, Soro Genefo était à la technique. Pour cette émission, Esmel S était là, mais Esmel S allait pour d'autres activités au 2e étage de notre structure, de notre belle radio, la voix de la diaspora. Quant à nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Soro Genefo, merci d'être à la partie technique. Et auditeurs, auditrices, à bientôt si les forces le veulent et si Dieu le veut aussi. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora, un auteur et son œuvre, droit dans les yeux, la revue littéraire. Si on lisait, émission animée par Jack Lulitigui sur Radio